toute alternative à ce régime des mollahs, qui vise de manière explicite à détruire Israël et qui considère principalement les États-Unis comme étant le grand Satan qu'il faut supprimer, ça c'est un devoir absolu, tant moral que simplement qui nous permettrait de continuer à vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et nous sommes avec Dr Ephraim Herrera. Et Dr Herrera, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors bien sûr, on va parler de l'Iran, et plus particulièrement de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Vous êtes spécialiste du monde arabe, vous connaissez bien entendu, ce pays. Et on voit que l'opération militaire continue. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer, ou essayer de savoir ce qui va se passer après cette opération militaire. Les Américains et les Israéliens espèrent un soulèvement de la rue iranienne pour renverser le régime des ayatollahs. Et la question qui se pose, qui pourrait diriger le régime, le pays de l'Iran après cette opération militaire? Donc, est-ce qu'il y a plusieurs pistes? On parle bien entendu du successeur du fils du Shah d'Iran, qui est en exil aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est lui qui est, disons, la personne qui pourrait diriger l'Iran après ces opérations militaires, après la guerre contre l'Iran? Mais je crois que d'abord, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas ce soulèvement populaire, tous les tirs que l'on fait maintenant n'auront pas d'efficacité. Parce que les gardiens de la révolution tiennent ce pays de manière d'ailleurs éhontée, totalitaire, impérialiste, en opprimant les minorités. Et donc, il faut aider ces minorités en place en Iran à réussir ce soulèvement. Il y a très peu d'enquêtes qui ont été faites sur la volonté du peuple iranien, vu que c'est un pays totalitaire. Malgré tout, il y a un professeur hollandais qui a fait une recherche, et je pense que ces données sont assez fiables. La volonté de base des Iraniens, qui se considèrent comme une nation, c'est une démocratie. Une démocratie à l'occidentale. Il ne faut pas oublier que les Shahs d'Iran aimaient l'Europe, aimaient les idées des Lumières, etc. Et ça n'a pas disparu de la conscience du peuple. La deuxième possibilité, c'est celle que vous avez soulevée, c'est-à-dire d'un retour du fils du Shah d'Iran, qui lui envisage en fait une sorte de monarchie démocratique dans laquelle il a un rôle uniquement de focaliser et de maintenir la pérennité de l'unité de l'Iran. Parce qu'en fait, en Iran, ce que vous avez, c'est 50% de persans qui sont ceux qui sont au pouvoir, et puis vous avez des persans pas au pouvoir, comme les Loris, par exemple, vous avez des Kurdes, vous avez des Azéris, vous avez des Baloutchis, vous avez des Arabes, enfin, il y a beaucoup de minorités. Et je pense que ce qu'essayent de faire Israël et les États-Unis, c'est de travailler sur deux points centraux. Le premier point, c'est l'ouest de l'Iran, parce que c'est limitrophe avec l'Irak, avec la partie indépendante, autonome, disons, kurde, avec des centaines de milliers de soldats prêts à se battre et sachant se battre. Donc ça, c'est une occasion fantastique que probablement ils vont essayer d'exploiter. La deuxième, dont on parle moins, c'est que le Téhéran est une ville, une métropole énorme, avec plus de 16 millions d'habitants, sur une population totale d'environ 90 millions d'habitants, donc c'est une proportion énorme. Et si les habitants de Téhéran se soulèvent, les gardiens de la révolution auront beaucoup de mal à se mesurer à ça. Donc en fait, le point central sur lequel devraient se concentrer aujourd'hui Israël et les États-Unis, c'est de frapper les gardiens de la révolution eux-mêmes, pas uniquement leur base, ce qu'on fait beaucoup, de tirer sur les bases, et c'est important parce que c'est leur quartier généraux, c'est là-bas qu'ils ont leurs munitions, etc. Mais les armes, ils ont pu les prendre déjà depuis longtemps. Il faut frapper les personnes elles-mêmes, qui sont des gens qui oppriment la population de manière éhontée, violents, volants, exploitant de manière éhontée, y compris des enfants, des femmes, et là, avec de la drogue, et en tenant effectivement toute l'économie
de manière absolue. Alors, on va revenir sur les gardiens de la Révolution et plus particulièrement sur cette corruption qui existe au sein de ce mouvement. Mais je voudrais revenir encore une fois sur ces minorités. Vous nous avez parlé des Kurdes, par exemple, qui pourraient jouer un rôle très important dans ce soulèvement. Mais est-ce que, après qu'ils aient joué, si on imagine qu'ils ont un rôle important, est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement que ces Kurdes veuillent prendre la direction du pays? C'est donc aussi une possibilité. Est-ce qu'on risque pas à ce moment-là d'avoir peut-être des combats intérieurs entre ces différentes minorités pour savoir qui va diriger l'Iran? Je crois que c'est moins probable. Par contre, ce qui est possible, et qui est effectivement un danger réel, c'est une décomposition de l'Iran, avec une partie qui sera kurde, une partie au nord qui sera azéri, une partie à l'est qui sera baloutchi, une partie au sud-ouest qui sera arabe. Ça, c'est effectivement un danger, bien qu'il y ait une conscience nationale iranienne qui n'a pas été effacée par les mollahs et par les ayatollahs. Malgré tout, il y a cette possibilité de démantèlement, de décomposition de l'Iran. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que toute alternative à ce régime des mollahs, qui vise de manière explicite à détruire Israël et qui considère l'Occident, principalement les États-Unis, comme étant le grand Satan qu'il faut supprimer, ça c'est un devoir absolu, tant moral que simplement qui nous permettrait de continuer à vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sur ça, on est bien sûr tous d'accord. Alors, je voudrais revenir sur la corruption au sein un peu justement des gardiens de la Révolution. On a vu des informations concernant particulièrement Ali Khamenei qui a été donc éliminé par Israël au début de cette opération samedi dernier. On a vu sa fortune colossale vraiment de ce chef de l'Iran. Est-ce que la corruption existe encore beaucoup aujourd'hui au sein du régime? C'est bien plus grave que de la corruption. C'est une oligarchie qui tient complètement le pays. Toute l'industrie est entre leurs mains, toute l'économie est entre leurs mains, tout le tourisme est entre leurs mains, tous les moyens de transport, toutes les communications, tout est entre leurs mains. Ils tiennent tout et ils exploitent la population en faisant travailler les enfants de manière éhontée, avec très peu de congés, sous-payant les gens. Et il faut prendre conscience de la situation au quotidien des Iraniens. Ils ouvrent le robinet, il n'y a pas d'eau. Ils appuient sur le bouton de la lumière, il n'y a pas d'électricité. Ils essayent d'aller à l'épicerie, ils n'ont pas l'argent pour s'acheter les produits de base. Donc c'est une situation qui est plus que catastrophique, alors que, comme vous le disiez, Khamenei a une fortune qui est estimée à des dizaines de milliards de dollars. Ouais. C'est absolument affreux, et il n'est pas le seul. Toute cette élite des gardiens de la Révolution, en fait, s'est approprié les biens de l'Iran. On parle du fils d'Ali Khamenei pour le succéder à la tête donc d'être le guide suprême de l'Iran. Est-ce que vous pensez que son fils a la carrure pour justement mener l'Iran et continuer dans la voie de son père? La partie négative, c'est que il n'est pas considéré comme un ayatollah, comme un savant de l'islam. Donc ça, c'est un problème qu'il porte. Malgré tout, il a un chapeau noir, c'est-à-dire qu'il est descendant de Mohammed, donc digne de régner, et il est bien pire que son père. Il a des visions très très dures et avec une politique qui veut maintenir ce pouvoir totalitaire sur l'ensemble de la population, et il saurait le faire de manière intelligente. Donc il représente un réel danger et il est clair qu'il doit figurer dans la liste de ceux qu'on a à supprimer. Pour terminer, docteur Ephraim Herrera, on a parlé donc de ce soulèvement de la rue, un soulèvement qui devrait arriver. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel moment la rue va se révolter et à quel moment il va voir ce soulèvement arrivera? À mon avis, c'est quand il y aura suffisamment de morts chez les gardiens de la Révolution. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de frappes qui ont visé principalement les infrastructures. Or, il faut viser aussi les personnes elles-mêmes. Et quand ils arriveront à le faire, alors là, c'est possible que ça arrive. Et surtout, comme je l'ai dit, à l'ouest de l'Iran, parce que là-bas, il y a les armes déjà.
Les armes sont là. Il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de soldats qui peuvent intervenir et qui peuvent commencer une révolution. Et ça peut faire boule de neige. Les Bassiges sont quand même aussi une force importante. Ce sont ceux qui sont responsables de la sécurité intérieure. Des centaines de milliers de personnes qui sont en service obligatoire et qui sont les Bassiges, avec des millions avec les réservistes. Mais ils représentent la population. Ils auront beaucoup de mal à tirer sur la population. Et donc, ils sont moins importants, bien que, malgré tout, défenseurs du régime. Et il ne faut pas oublier que ce régime voudra surtout tenir, parce qu'il sait que c'est soit il se bat, soit il meurt. Parce que l'alternative, c'est clair, si le peuple réussit à avoir la force, il les éliminera sans aucune pitié, de la même manière que ces gardiens de la Révolution ont éliminé des dizaines de milliers de personnes en 48 heures sans aucune pitié. Très bien, merci en tout cas, Dr Ephraim Herrera, pour toutes ces explications et pour cette analyse concernant qui pourrait diriger l'Iran après la guerre, après les opérations militaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci, au revoir.